Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une dynamique invisible mais incroyablement puissante. C'est l'histoire de ce rôle que les groupes nous font jouer, bien souvent sans qu'on s'en rende compte. On a tous pu ressentir ça un jour, ce malaise, cette impression de ne pas être tout à fait soi-même au sein d'un groupe. C'est un sentiment un peu diffus, comme si quelque chose clochait, une sorte de tension invisible qui met mal à l'aise, sans qu'on puisse vraiment mettre des mots dessus. En fait, le vrai problème, ce n'est souvent pas une personne en particulier. Non, c'est la structure elle-même. Dès que des humains se rassemblent, que ce soit au boulot, en famille, entre amis, une mécanique se met en place. Et là, des rôles s'installent, très subtilement, et chacun devient, sans le savoir, une pièce sur un échiquier qui sert un équilibre qu'il ne maîtrise absolument pas. Alors plongeons là-dedans. Il faut bien comprendre qu'on a affaire à un système, une espèce de machine sociale, avec ses propres règles, ses propres objectifs, qui sont bien distincts de ceux des individus qui la composent. Et voici le concept clé, le cœur du réacteur, l'équilibre systémique. C'est le moteur principal de n'importe quel groupe. Son but, ce n'est pas le bonheur, ni la vérité, ni la justice. Non. Son seul et unique objectif, c'est de survivre, de se maintenir tel qu'il est, coûte que coûte. Et là, on touche à la froideur de la machine. Le système va activement chercher à éliminer tout ce qui pourrait le déstabiliser. Ça peut être une idée juste, une personne bienveillante, peu importe. Le système, lui, n'a pas de morale. Il n'a que des réflexes de survie. Bon, et maintenant, comment ce système utilise les individus ? Eh bien, pour maintenir son équilibre, le groupe va distribuer des fonctions. Chacun se voit attribuer un rôle, bien souvent à son insu, qui va servir la stabilité de l'ensemble. Et voici la distribution. Ces figures, elles sont souvent très familières, n'est-ce pas ? L'empathique, qui va servir de tampon émotionnel, le rebelle, qui sera sacrifié pour l'exemple, ou encore les complices, ceux qui profitent du système et qui donc le maintiennent. Chaque rôle est un rouage essentiel de la machine. Bon, cette idée, elle peut paraître un peu abstraite, je le conçois. Mais il y a une célèbre expérience qui l'illustre de manière assez frappante. C'est ce qu'on appelle parfois le théorème du singe. Alors, suivons les étapes. Au début, c'est simple, c'est cause à effet. L'échelle, la banane, l'eau froide. Très vite, les singes s'autorégulent. Mais le point crucial, le moment où tout bascule, c'est quand on enlève la punition. La douche froide n'existe plus. Et pourtant, la règle, elle, continue de vivre. Elle est transmise par la violence collective, complètement vidée de son sens. Les nouveaux singes, ils apprennent la règle, mais pas la raison de la règle. Et cette conclusion, elle est brillante et terrifiante à la fois. La règle est devenue une loi implicite, une sorte de dogme. La remettre en question, c'est tout simplement impensable. Le groupe entier devient le gardien d'un ordre dont, en réalité, plus personne ne connaît l'origine. Gustave Le Bon l'avait déjà compris il y a plus d'un siècle. L'individu, une fois qu'il est dilué dans le collectif, il change de nature. La pensée critique s'efface au profit de l'instinct du troupeau et de l'obéissance aux normes du groupe. Du coup, la réaction naturelle, c'est de se dire « mais je vais changer ça, je vais élever le débat, je vais expliquer, je vais utiliser la logique ». C'est une intention noble, bien sûr, mais c'est malheureusement une illusion. Le point crucial à comprendre, c'est que le système n'est pas une personne. On ne peut pas le raisonner. Toute tentative pour le changer de l'intérieur est vue comme une agression, et le système, il va utiliser toute son énergie pour neutraliser cette menace, soit en épuisant la personne, soit en la punissant, soit carrément en l'excluant. Le sociologue Pierre Bourdieu a théorisé ça sous le nom de conservatisme structurel. Pour faire simple, ça veut dire que ceux qui bénéficient du système vont le défendre bec et ongle. Et ceux qui en souffrent, eh bien par définition, ils n'ont pas le pouvoir de le modifier. C'est un cercle vicieux. On arrive donc à une conclusion qui peut sembler un peu pessimiste. Si on ne peut pas changer le système de l'intérieur, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Comment est-ce qu'on peut redéfinir la victoire ? C'est la question essentielle, celle à laquelle toute cette analyse nous amène. Si la lutte frontale ne mène à rien, est-ce qu'il existe une autre stratégie ? Le biologiste Henri Laborit a proposé une réponse radicale, la fuite. Attention, il ne s'agit pas de lâcheté, pas du tout. C'est un choix lucide. C'est le refus de continuer à jouer à un jeu qui est truqué d'avance. C'est, en quelque sorte, retirer sa propre pièce de l'échiquier pour préserver son intégrité, son énergie. Et voici la justification finale de cette stratégie. Tenter de raisonner le système, c'est un peu comme essayer de discuter avec un réflexe. C'est impossible, le système ne pense pas, il réagit. Il absorbe l'indignation, la logique, et il les retourne contre celui qui essaye. La seule action sensée, c'est de se soustraire à sa mécanique. On termine avec cette question. Puisque le système est une machine sans conscience, qui
Alors, sont ces gardiens les plus zélés. Ce ne sont pas toujours ceux qui crient le plus fort, mais souvent les plus discrets. Ceux qui, d'une manière ou d'une autre, bénéficient le plus du maintien de cet ordre. Une pensée à méditer.